C'est le même discours partout dans le réseau de la santé québécois. Les hôpitaux débordent. Les Basses-Laurentides ne font pas exception à la règle et les travaux de modernisation dans les hôpitaux de la région se font attendre depuis des lustres. Ce soir à Perspective, on se penche sur cette problématique et sur ses conséquences pour la population des Basses-Laurentides. Cela fait des années maintenant que les professionnels de la santé sonnent l'alarme. Les hôpitaux des Laurentides ont besoin d'une grande cure de jeunesse. Fondés dans les années 1950 et 1960, les hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache ont connu depuis leur construction une augmentation fulgurante de leur clientèle. Entre les années 1980 et 2010, la population des Laurentides a doublé. Depuis, les jeunes familles s'y sont installées en masse durant la pandémie de COVID-19, les retraités ont déménagé dans leurs résidences secondaires et le tourisme a continué de s'y développer. Et ce n'est pas terminé. Les projections prévoient que d'ici 2025, la population laurentienne aura augmenté de 27 % depuis 2021, ce qui représente 173 000 personnes supplémentaires sur le territoire. C'est une des régions du Québec qui connaîtra la plus forte augmentation démographique, mais aussi la croissance la plus importante de son nombre de personnes aînées. Pourtant, les budgets alloués aux hôpitaux ne se sont pas adaptés à l'augmentation de la population. À la place, les chambres se sont bondées, les heures d'attente aux urgences se sont allongées et les équipements sont devenus désuets. Depuis 2020, des tentes ont été installées à l'extérieur des hôpitaux des Basses-Laurentides pour soulager un peu les équipements sous pression. Dans l'indice de vétusté des bâtiments décrété par Santé Québec et qui s'échelonne de A à E, l'hôpital de Saint-Eustache décroche un A, mais l'hôpital de Saint-Jérôme récolte un D et se classe parmi les pires installations de la province. En 2018, le ministre de la Santé Gaétan Barrette annonce les travaux de modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme, attendus depuis au moins une dizaine d'années par le personnel. Depuis, rien n'a bougé sur le terrain. Le montant du projet évalué à 450 millions de dollars n'a pas non plus suivi l'inflation. Une fois indexé, le coût de la modernisation de l'hôpital s'élèverait maintenant à près d'1 milliard de dollars selon les experts. Pourquoi les travaux n'ont-ils toujours pas commencé? Qu'est-ce qui explique ce sous-financement du système de la santé dans les Laurentides? Et quelles sont les conséquences de ces délais sur le personnel et les patients? On débute notre discussion en studio avec Marc L'Heureux et Marie-Pierre Chalifou. Monsieur L'Heureux, vous êtes préfet de la MRC des Laurentides et président de la Coalition Santé Laurentides. Docteur Chalifou, vous êtes médecin de famille et porte-parole aussi de la Coalition Santé Laurentides. Pour commencer, là, grosse question, quels sont les besoins sur le terrain dans les Basses-Laurentides pour ce qui est de la modernisation des hôpitaux? Je dirais que depuis que la coalition existe, là, à la fin de 2019, on a clairement demandé une augmentation du financement et une augmentation de la capacité hospitalière, entre autres, pour desservir nos citoyens. La population a augmenté beaucoup. Elle a pratiquement doublé depuis 1986. Alors, les besoins sont énormes parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements au niveau hospitalier depuis 1986. Tout à fait, c'est absolument vrai. Puis je pense que cette réalité-là se reflète tant dans les Hautes-Laurentides que dans les Basses-Laurentides. Pour répondre plus précisément à votre question, il reste que le bassin de population est quand même un peu plus gros dans les Basses-Laurentides, donc les besoins sont très, très, très élevés. Donc, est-ce que vous diriez que ce retard dans la modernisation, ça a un impact direct sur la santé des citoyens de la région? Absolument. Absolument, absolument. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des soins de santé soient octroyés dans des délais adéquats, de façon adéquate, c'est-à-dire au goût du jour ou à la fine pointe de ce qu'on peut s'attendre, puisque les normes de soins ont évolué positivement. Lorsque les lieux physiques ne sont pas adaptés à cette évolution-là de normes de soins, bien, il y a une inéquité qui se crée de façon évidente. Donc, quand on ne peut pas suivre avec nos lieux physiques, bien, on ne peut pas suivre le mouvement avec l'octroi des soins. Donc, c'est difficile d'aller plus vite, c'est difficile d'en donner plus, c'est difficile d'accéder à tout le monde. Donc, il y a un goulot d'étranglement qui se crée parce que les unités de soins ne sont pas assez modernes pour favoriser un volume, une rapidité, donc une cadence. Donc, c'est évident que ce sous-financement-là, duquel nous sommes victimes là, dans les Laurentides depuis plusieurs années, malheureusement, sur la base de mauvaises évaluations de la population, mais ça a un impact direct sur notre capacité à donner des soins. Les soins de santé sont donnés par des êtres humains dans des lieux précis. On ne parle pas d'une entreprise qui se fait en ligne ou dans un info nuagique. C'est vraiment quelque chose qui nécessite tant du temps humain que des espaces adéquats.
J'imagine que cette proximité-là aussi, ça peut développer des infections nosocomiales, des choses comme ça? Bien sûr. C'est sûr que quand les lieux sont désuets, il y a une plus grande difficulté à réussir à rester dans les normes sanitaires. Quand le bloc opératoire est trop petit, quand les stérilisateurs sont dans un endroit différent, puis que les instruments doivent voyager, il y a un paquet d'éléments qui viennent rentrer là, dans la chaîne de fonctionnement qui vont peut-être rajouter des difficultés ou qui vont venir positionner un petit risque d'erreur. Donc, pensez simplement à une chambre où on a 4 mamans, 4 bébés, 4 papas qui séjournent pour 24, 30, 36 heures. Bien, s'il y a quelqu'un qui a un mauvais rhume dans ces 12 occupants de la chambre, évidemment que la propagation des infections va être plus élevée. Tout le monde fait ce qu'il peut, mais à l'impossible, nul n'est tenu. J'ajouterais là-dessus la perte de productivité aussi. On a parlé d'un goulot. Tu sais, quand on a des lieux, des plateaux techniques à la fine pointe de la technologie, quand on a des lieux qui sont aérés, grands, accueillants pour les travailleurs, parce qu'il faut penser que c'est pas juste les patients qui sont à l'hôpital, il y a des travailleurs, des professionnels qui rentrent soir et matin dans un environnement. Fait que si l'environnement est adéquat, premièrement, on a une rétention du personnel, on accueille, on va attirer le bon personnel. Puis en plus, on va avoir une productivité plus grande, donc on va diminuer les listes d'attente, puis on va être plus efficace. Puis là, je pense que Marie-Pierre a bien expliqué les autres impacts sur la santé. Votre travail avec la coalition Santé Laurentide, c'est donc de faire pression, faire de la représentation aussi auprès du gouvernement pour faire avancer les choses, pour que les budgets soient débloqués. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de Nous autres, ce qu'on a fait à la coalition en premier lieu, c'est qu'on a, avec des économistes, on a établi des valeurs. Moi, j'aime bien travailler à coalition. On s'est convaincu de travailler avec des valeurs, des données probantes sur réellement les chiffres, le niveau d'investissement qui se fait dans les Laurentides. Tantôt, je parlais de la démographie, mais on peut, dans plusieurs secteurs, si on prend des critères de services de santé, santé physique, santé mentale, bien là, santé mentale, on a un pavillon à Saint-Jérôme, déjà, ça va mieux, là. Mais dans plusieurs, comme dans le catalogue de services de santé, on se retrouve souvent 15e, 16e ou 17e si on se compare aux autres régions. Il y a 17 régions au Québec. Donc, avec la Naudière ou l'Outaouais, on se bat pour la dernière place, là, tu sais, d'une certaine façon. Là, on est quand même la 4e région du Québec. T'sais. Je comprends qu'on a 6 hôpitaux, ça peut être généré beaucoup d'investissements, mais on a une grande région aussi, on a un grand territoire. Il y a 700 000 personnes, je vous rappelle, hein, c'est tout près de la même... tu sais, la capitale nationale à Québec, c'est 800 quelques mille. Donc, tu sais, on a des besoins, la population a des besoins. Nous autres, on l'a démontré. Au gouvernement, on a fait des revendications. On a 3 motions qui ont été déjà établies à l'Assemblée nationale où, unanimement, tous les députés de l'Assemblée nationale sont d'accord avec nos chiffres, avec nos revendications. Alors, ce qu'on attend, puis la pression qu'on fait sur le gouvernement, c'est de se mettre, au travail, puis de permettre au CIS qui fait un incroyable travail avec les moyens qu'ils ont, parce que dans le fond, c'est de la médecine pas de guerre, là, mais c'est de la médecine difficile, comme Marie-Pierre vient de l'expliquer. Puis ils ont réussi à être innovants, ou en tout cas de travailler malgré ces investissements-là. Mais à un moment donné, ça nous prend des surfaces hospitalières, ça nous prend des plateaux techniques, ça nous prend des endroits, parce que la population a augmenté. Et là, ben, on peut pas... En tout cas, il faut que quelque chose se passe on peut pas lâcher le morceau. Donc là, on a continué cette démarche-là. On a eu des annonces quand même en 2017, en 2018 par l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement aussi a annoncé finalement des travaux majeurs à Saint-Eustache, à l'hôpital de Saint-Eustache, à Saint-Jérôme aussi, qui est l'hôpital, mettons, central pour toute la région, et à Mont-Laurier. Les 3 autres hôpitaux, bien, ils n'ont pas été... il y a des plans cliniques qui ont été déposés, mais on n'est pas rendu dans le financement. Mais au moins, on a des enveloppes qui ont été prévues pour les 3 hôpitaux que je viens de mentionner. Encore là, on est en 2025, et là, on est encore dans de la planification puis dans la recherche de financement. Là,
j'ai l'impression que je suis au même niveau qu'en 2019 quand j'ai commencé la coalition. C'est censé, au début, être en plusieurs phases pour ce qui est de la modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ce que vous demandez aussi, c'est que là, il y a assez de retard que tout soit fait en une phase, c'est ça? Oui, c'est une des choses qu'on a demandé à la coalition, que ce soit 2 phases jumelées, finalement, pour ne pas, comme M. L'Heureux vient de l'expliquer, faire les frais de cette attente qui est, je crois, une administration là, lourde, là, comme on en a dans plein de secteurs au Québec. Donc, il y a des annonces, il y a des acceptations, il y a des accords qui sont passés, mais nous restons là à attendre que les travaux se fassent. Donc, on a voulu jumeler les phases 1 et 2 des 2 grands hôpitaux, donc Saint-Jérôme, Saint-Eustache, pour essayer d'accélérer et d'éviter ces délais quand même inacceptables et interminables de plusieurs années entre les différentes étapes pour passer dans l'action. Sauf qu'on dirait que ce travail-là qu'ils font en amont pour libérer la deuxième phase, pour la faire d'une façon continue à la première phase, mais là, on se rend compte qu'ils retardent la construction de la première phase. Alors, là, je suis un peu surpris. On a un exemple probant là-dessus. Le seul hôpital où le financement était vraiment avancé, c'était celui de Mont-Laurier pour un 82 millions, qui n'est pas tellement une grosse somme, compte tenu de l'ampleur du budget de la santé, là. Et là, bien, il est prêt à aller en soumission, il est prêt à faire feu, les plans sont faits, tout est prêt, là. Puis ça fait 1 an déjà, puis il n'y a rien qui se passe. Là, on dit qu'on attend quelque part un tampon, Conseil du Trésor, Santé Québec. Tu sais, c'est inquiétant parce que là, on a travaillé fort pour faire valoir la première, deuxième phase, mais là, est-ce que ça va être la même chose qu'à Mont-Laurier? On va être rendu en 2030, puis il n'y a rien qui va être commencé. Là. Ça n'a aucun bon sens. Il y a un autre point aussi qu'on a demandé. On a eu des rencontres dernièrement là, avec des élus du gouvernement, puis avec la ministre de la Région, entre autres. Et là, on nous a promis des échéanciers puis des montants aussi. Là, c'est difficile de donner un montant pour les deuxièmes phases puis les prochains investissements, mais ça serait intéressant pour rassurer la population. Si il pouvait arriver avec un échéancier, c'est sûr que ça bouge dans le temps, l'échéancier, pour toutes sortes de raisons. C'est des gros travaux. Mais au moins, ça rassurerait la population qui ne serait pas dans le néant, puis qu'on sait qu'on s'occupe de la santé dans la région 15, dans la région des Laurentides. Alors, un échéancier, des montants pour les autres phases, c'est ce qu'on a demandé au personnel de la région, là, aux députés et ministres de la région. Je joins maintenant la docteure Lynne Couture. Madame Couture, vous êtes aussi présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Pour commencer, concrètement, à l'hôpital de Saint-Jérôme, quels sont les besoins? Qu'est-ce qui manque sur le terrain? Les technologies de pointe, on vient d'avoir accès au TEP scan dans les Laurentides, ce qu'on n'avait pas depuis des années. Et pourtant, notre pourcentage de cancer par habitant est loin d'être un des meilleurs au Québec. Là, t'sais. Alors, c'était quelque chose de vraiment important. Mais là, je vous dirais, pour une prochaine bataille, il faudrait regarder pourquoi est-ce qu'on n'a pas de coronarographie. On n'a pas accès à une coronarographie. On n'a pas accès à de la neurochirurgie. Alors, tu sais, on a un bassin très, très important, puis on a énormément de traumatologie. Alors ça, c'est aussi problématique. C'est sûr que tu sais, quand on regarde les chambres, si on part du très, très basique, là, les chambres ont besoin d'être améliorées. On le sait maintenant que avec le recul sanitaire qu'on a eu, là, idéalement, ça prend un patient par chambre, avec une toilette, puis un lavabo pour se laver les mains. Tu sais, je suis dans le très, très basique, là, mais c'est pas ça qu'on a actuellement, là. Puis ça, c'est à Saint-Jérôme, mais tu sais, si je regarde plus haut dans le nord, c'est pire, sont 4 patients par chambre, ça c'est le standard. Puis souvent, des fois même, ils ont des toilettes dans le corridor pour la gang. Alors, tu sais, on parle du très, très niveau de base, là, tu sais, pour le confort d'un individu, mais puis là, on va au-delà du confort, on va au niveau aussi de des risques là, d'infection nosocomiale, parce que malheureusement, les gens qui restent à l'hôpital, c'est des gens qui sont plus capables de sortir, c'est des gens qui sont trop malades ou trop hypothéqués, donc souvent plus faibles et plus sensibles aux infections. Puis quand je dis nosocomiale, c'est les infections qu'on acquiert, donc qu'on développe à l'hôpital, qu'on les attrape à l'hôpital, là, ces bébites-là. Fait que c'est sûr que moins on est par chambre, plus mieux c'est là. Donc là, on parle vraiment juste du basic, mais on va parler aussi des choses là, tu sais, je vous parlais
de la cardiologie qui voudrait avoir la coronaro, ben ça, c'est toute une unité là, qui a besoin là, d'être créée. C'est dispendieux, ça, c'est clair. Là, ça prend de l'équipement de pointe, ça prend des tuteurs. Donc, quand on fait de la coronarographie, c'est qu'on va voir à l'intérieur des vaisseaux sanguins du cœur. Donc, qu'est-ce qui a causé l'infarctus ou les douleurs dans la poitrine? Fait que, on s'entend, là, c'est de la technologie de pointe. On rentre par un petit vaisseau sanguin de l'artère de l'avant-bras, puis on va jusque dans le cœur, puis là, dans le cœur, on va jusque dans l'artère, puis s'il y a une artère qui est bloquée, on la dilate, puis on va mettre un tuteur, donc un expandeur, souvent les gens vont appeler ça un stent ou un spring, là, mais c'est un tuteur. Donc, fait que ça, c'est du travail de vraiment plus de haute voltige, mais on a le bassin de population qui le requiert, là, avec tu sais, les Laurentides, là, on est rendu pas loin de 650 000 habitants, là. Il y a des besoins en endoscopie aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Donc, l'endoscopie, vous le savez, ou vous le savez pas, je vous le dis, là, mais le cancer du côlon, c'est un des cancers importants. C'est le troisième cancer en importance dans notre population. Et le dépistage est important pour le cancer du côlon. C'est un de ceux là, qu'on peut pogner au bon moment, comme on dit. Là, tu sais. Il y en a qui vont trop vite, il y en a qui vont pas assez vite, tu sais, que ça changera pas grand-chose dans l'espérance de vie, mais le cancer du côlon, là, ça, c'en est un bon à essayer de dépister. Et il y a un test qui se fait avec le sang dans les selles, mais s'il est positif, ce test-là, ou si votre père, votre mère a eu un cancer, ou si vous avez des polypes, il faut malheureusement avoir, ou heureusement, avoir une coloscopie. Donc, c'est un examen avec lequel on rentre une caméra par l'anus, donc par les faufounes, là, pour aller faire le tour de l'intestin puis voir s'il y a des choses pas correctes, là. Donc, aller enlever le polype ou s'il y a une tumeur ou s'il y a des choses comme ça dans l'intestin. Et ça, actuellement, on n'est pas en mesure d'offrir un dépistage. Il faudrait augmenter davantage là, pour être capable de suffire à la tâche. Puis quand je dis on n'est pas en mesure de l'offrir, heureusement, le CIS fait des alliances avec différentes cliniques autres pour être capable de suffire à la tâche. Mais si on voulait tout offrir nos services de qualité et correctement dans le réseau public, ben il faudrait effectivement être en mesure d'avoir un peu plus d'accès à l'endoscopie. Puis là, je vous parle, ça c'est donc le fameuse caméra là. Donc, on parle de la coloscopie, mais on peut parler de l'endoscopie digestive haute, qui est difficile aussi à avoir, ou de la bronchoscopie. Donc, c'est toujours des salles de scopie, là. Ça, ce sont de la haute voltige, là, si vous voulez, mais c'est des techniques de tous les jours, là, maintenant, là. Et, on peut pas imaginer pratiquer la médecine maintenant sans avoir recours à ces techniques-là. Alors, il faut qu'on soit capable d'avoir accès à ça en quantité suffisante. Puis, si je vais dans des choses beaucoup plus simples, l'échographie, tu sais, donc, un peu comme les examens de femmes enceintes. Donc, c'est important qu'on soit capable, ça aussi, d'en avoir suffisamment. Donc, ça nous prend aussi des technologues, ça nous prend l'espace pour les faire. Donc, une question d'espace. On a grandi beaucoup par en dedans, à Saint-Jérôme, à Saint-Eustache, mais à un moment donné, on peut pas tout faire. Et c'est pour ça que vous avez vu apparaître des tentes, les gros complexes là, de tentes dans les cours. Je pense que, tu sais, c'est bien, c'est une solution temporaire qui est excellente pour essayer maintenant, mais à un moment donné, est-ce qu'on veut vraiment être dans des hôpitaux de tente? Est-ce que c'est ça l'avenir de la médecine au Québec? Est-ce que c'est ça qu'on veut se payer comme bâtiment? C'est une question, là. Pouvez-vous m'expliquer votre expérience d'hospitalisation à l'hôpital de Saint-Jérôme? En fait, j'ai été hospitalisée au début de septembre, il y a à peu près 3 ans, pour une appendicite. Et puis, vu mon état cardiaque, ils n'ont pas pu m'opérer. Donc, ils m'ont soigné avec des antibiotiques. Mais ils m'ont gardé quand même dans l'attente où ils gardent les personnes qui vont être opérées ou qui ont été opérées parce que mon état ne permettait pas de savoir d'avance si j'aurais besoin d'une opération ou pas. Être dans cette tente-là, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie dans le sens où c'est bâti de façon à ce que le plafond est très haut. Et ça fait le même effet que dans une cathédrale. Ça multiplie les sons. Nos chambres, c'est juste des petits cubicules qui sont séparés par de petites cloisons et des rideaux. Donc, on sait tout ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Si la personne est réveillée ou pas, le diagnostic des médecins, on peut entendre jusqu'à 6 chambres de où on est. Il n'y a vraiment pas d'intimité.
ça prend des bouchons parce qu'on ne peut pas dormir non plus. Ils ferment les lumières la nuit, mais le personnel, on ne peut pas les blâmer. Eux, c'est leur chiffre de jour, même s'ils sont la nuit. Fait qu'ils parlent fort, puis il y a beaucoup de bruit. Les gens qui sont souffrants, on les entend hurler, on les entend pleurer. C'est vraiment pas l'idéal comme hospitalisation. Comme je disais au tout début, il n'y a vraiment aucune intimité. Puis vous dites que d'habitude, c'est fourni les bouchons, mais au moment où moi je suis passée, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock et je comprends très bien pourquoi c'était en rupture de stock. Mais c'est ça, il a fallu endurer. J'ai été 10 jours à l'hôpital et c'était 10 jours où j'essayais de dormir avec l'oreiller sur la tête. Mais le personnel infirmier n'aime pas ça parce qu'ils ne voient pas nos états. Ils ne savent pas si on est bleu, mauve ou carotté. Alors, ils viennent te réveiller, ils viennent voir si tu es correct. Puis, le personnel est sa coche, là. On ne peut pas rien les blâmer de rien. C'est pas de leur faute. Eux aussi, ils subissent ça. Puis ils subissent aussi le mauvais caractère des patients qui sont pas patients, justement. Puis donc c'est pas des conditions idéales d'hospitalisation? Absolument pas. Ni pour recouvrer de notre opération, ni pour avant. C'est vraiment l'enfer. Puis c'est étroit, j'imagine? Les chambres sont assez étroites. Je dirais qu'ils ont peut-être la largeur de 2 lits. En largeur. On a une chaise puis une petite table, puis c'est tout. C'est pas fait pour être là à long terme non plus. C'est vraiment dans le très temporaire. Puis je dirais aussi, les endroits où aller aux toilettes, il n'y en a pas beaucoup. Et pour prendre sa douche, à l'époque, il y en avait juste 2 endroits qui étaient aux opposés totalement. Donc quand tu files pas puis que tu recommences à marcher, c'est loin. Vous étiez combien dans l'attente? Je peux pas vous dire. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais la chambre numéro 140. Donc, essayez d'imaginer, est-ce que ça partait de 100 ou 100 servait de 0? Mais c'est ça. Un hôpital, il y a beaucoup de réflexions et d'études en arrière de tout ça. Juste pour la localisation du site, ça prend des ingénieurs, le civil, ça prend des architectes. Il faut regarder avec la ville aussi. Ça prend vraiment une équipe complète qui fait l'analyse. Juste faire cette analyse-là, ça peut prendre 1 an. Par la suite, bien, on dépose au Conseil du Trésor pour s'assurer que notre analyse, dans le fond, on a vraiment fait, on peut dire, un 360 dans le fond de la question. Et ensuite, dès qu'on a une autorisation, là, on se met à faire des plans. Faire des plans, là, c'est long parce que là, on implique notre clinique, nos médecins, nos gestionnaires, nos infirmières, les inhalothérapeutes, tous les gens qui vont travailler dans ce futur, bon, on va dire hôpital ou service qui va se développer. Bien, il faut vraiment... Fait que c'est beaucoup de rencontres pour s'assurer, dans le fond, de répondre aux besoins du patient. Donc là, la phase 1, ça bouge? Ça bouge, ça avance, les équipes. Puis Saint-Jérôme, on vient de terminer avec les équipes cliniques. C'est une très bonne nouvelle parce que ça fait quand même au-dessus d'1 an qu'il y a des rencontres avec les architectes puis, dans le fond, toutes nos équipes terrain. On vient de terminer. Là, l'étape suivante, c'est de rédiger, dans le fond, le rapport, s'assurer que les plans sont conformes. On va déposer ça à partir de décembre. Dans le fond, au Conseil du Trésor, il y a comme des échanges qui se font. Puis par la suite, bien, dépôt final pour le 1er avril. Okay. Là, par la suite, bien, on attend l'autorisation pour passer à l'étape construction. Puis donc là, si tout va bien, est-ce qu'on a un estimé de date justement de livraison? Bien, selon les projections qui ont été estimées à ce jour, puis les projections se font toujours avec la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures. Eux nous accompagnent dans tous les gestionnaires de projets. Qu'est-ce qui est estimé, c'est que, dans le fond, la livraison du bâtiment devrait être en 2031, selon les derniers estimés. Vous n'êtes pas découragé que ça fait 10 ans qu'on en parle? Si c'était moi, j'aimerais ça que ça soit pour hier. T'sais, ça, c'est sûr, là, on apprend à, dans le fond, naviguer avec toute la complexité, dans le fond, du système hospitalier. Si c'était, mettons, je vais dire une maison, ça serait facile, mais quand il y a beaucoup de liens qui doivent être respectés pour du temps-réponse, c'est un bloc opératoire, bien, il faut qu'il y ait un lien, mettons, avec la pharmacie rapide. Il faut qu'il y ait un lien avec tel autre secteur. Fait qu'il faut tout penser, puis c'est beaucoup de réflexion. Fait que quand tu comprends que c'est comme ça, dans le fond, tu acquiesces, dans le fond, au temps que ça prend, parce que c'est du travail qui est nécessaire pour faire un hôpital qui se tient.
On continue la discussion en studio avec Yuri Chassin. Monsieur Chassin, vous êtes député indépendant à l'Assemblée nationale pour Saint-Jérôme. Alors, vous êtes dans la classe politique. Bien sûr, vous avez été de nombreuses années à la CAQ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si long d'avoir des travaux de modernisation aux différents hôpitaux, mais à celui qui vous concerne sur votre territoire, celui de Saint-Jérôme? En particulier, puis qui est l'hôpital régional, donc ça concerne évidemment la région. Je pense que de ce que j'en ai vu, parce que j'ai été aussi adjoint parlementaire à la santé, donc avec Christian Dubé, et puis de ce que j'en ai vu, c'est pas unique à la santé. Toutes les infrastructures sont relativement longues à développer, puis il y a certaines raisons pour ça, notamment parce que, évidemment, c'est de l'argent public, hein, ce sont des fonds publics qu'on veut dépenser de manière rigoureuse, de manière surveillée et encadrée, puis c'est assez normal. Par contre, ce sont souvent des règles qui s'accumulent et qui, en fait, se sédimentent. Donc, on n'en enlève pas. On en rajoute toujours. S'il y a un scandale, s'il y a, à un moment donné, par exemple, un soupçon de collusion, on va rajouter des règles, hein, on va rajouter des procédures. Et c'est à travers tout ça qu'il faut passer. Puis, évidemment, on veut consulter aussi, par exemple, les gens sur le terrain, que le personnel de la santé là, puisse nous dire, nous, on aimerait, par exemple, qu'un poste de travail d'infirmière sur un étage soit disposé comme ça, puis des logiques, puis parfait. Mais néanmoins, on dirait qu'on réinvente le concept d'hôpital à chaque fois, comme on réinventait le concept d'école à chaque fois, parce que ce sont des fonds publics, parce qu'il faut que ce soit rigoureux puis encadré. On se met trop de règles, puis le privé, lui, il est capable de construire beaucoup plus vite. Puis je vous donne un exemple, je pense qui, pour moi, là, me semble très, très parlant. Le projet de Saint-Jérôme, grosso modo, c'est 15 salles de chirurgie, ou 14 plus une à venir pour mère-enfant, mais donc, disons 15 salles de chirurgie avec des équipements afférents, donc une unité de retraitement des dispositifs médicaux, avec des services justement pour les infirmières, des locaux pour les médecins. Puis tout ça, c'est à peu près la phase 1 qui va coûter plusieurs centaines de millions de dollars et qui, après 7 ans, parce que c'est vraiment, en fait, au mois d'août 2018 que ça a été inscrit pour la première fois au Plan québécois des infrastructures, donc ça fait vraiment plus que 7 ans, on n'a toujours pas commencé les travaux. Pendant ce temps-là, il y a une clinique médicale spécialisée avec des salles de chirurgie, avec des salles d'endoscopie, avec leur propre petite unité de retraitement des dispositifs médicaux, à même les installations, qui a été autorisée, construite et qui fonctionne en ce moment à 2 minutes de l'hôpital. Puis là, je ne vous dirai pas le prix pour ne pas vous déprimer, mais ça a été à peu près le 5e du prix. Puis peut-être qu'on n'est juste pas bon dans le gouvernement pour construire. Avez-vous l'impression que les Laurentides passent en second plan à ce qui a trait au financement public? C'est une bonne question. Pas nécessairement. En fait, c'est très difficile à étayer. C'est sûr qu'on voit beaucoup de parallèles entre un projet comme l'hôpital régional de Saint-Jérôme, qui a justement une mission d'avoir des spécialités, voire des surspécialités pour toute la région des Laurentides, puis un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont. Et évidemment, Maisonneuve-Rosemont a fait parler beaucoup de lui, puis c'est un projet qui est majeur, qui est très important, puis qui couvre une population énorme là, dans l'Est de Montréal. Évidemment, on est devant des situations un peu similaires. Alors, le fait que ça soit démarré à Maisonneuve-Rosemont, soit c'est un motif d'espoir, puis on se dit que ça va commencer très, très, très bientôt, mais ça peut être aussi une indication que finalement, on priorise des dossiers qui sont politisés peut-être plus. Puis c'est ça que ça prend, le député de Saint-Jérôme ira politiser le dossier. Hein. On se comprend. On comprend que le processus donc s'alourdit avec certaines mesures, mais en même temps, il y a une urgence là, d'agir. C'est ce que les experts, ce que le milieu nous dit. Est-ce que vous êtes inquiet pour la population de votre circonscription? Ce qu'on nous dit, là, c'est que ça a un impact direct sur la santé de la population. Puis la qualité des soins, à tout le moins, puis même le recrutement aussi de professionnels, parce que les résidents en médecine qui sont un peu recrutés par le système de santé, mais qu'on cherche à attirer, c'est sûr que si on leur dit on va avoir de très beaux locaux quand le gouvernement va construire, ils sont peut-être mieux d'aller tout de suite au CHUM à Montréal parce que c'est déjà neuf. Et ça, je pense que c'est l'enjeu aussi. Fait qu'autrement dit, déjà dans une salle où les chirurgies se produisent,
puis que l'équipement est un peu tout le temps contraignant, puis que c'est pas optimal, en fait. C'est vraiment ça. Les soins sont certainement excellents. Puis on s'ajuste sans doute pour ça. Mais est-ce qu'on est capable de donner, je dirais, des bons soins dans les meilleures conditions possibles? Ça, je pense que c'est important de s'en assurer, puis de pouvoir recruter aussi, parce que c'est ça le défi dans les Laurentides, des professionnels de la santé, en leur offrant un milieu de travail, je dirais même une ambiance de travail agréable. Ça, c'est important aussi. Fait que oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète surtout si on ne sent pas l'urgence. Parce que c'était ça au départ. Hein? On voulait proposer des projets parce qu'on voyait l'urgence de le faire. C'est le service des incendies en 2017. C'est la vérificatrice générale la même année qui disait « Mais ce sont des lieux vétustes, ça n'a aucun sens. » Fait que si en 2017 c'était urgent, en 2025, comment ça se fait qu'on n'a pas déjà quelque chose? L'urgence pour l'hôpital de Saint-Jérôme, puis là, je parle pas du lieu physique, là, mais le sentiment d'urgence, le sentiment que c'est absolument essentiel, que ça doit être priorisé, ça, on le sent pas. Puis, désolé pour tous ceux qui vont se dire « Oh oui, on y tient, c'est planifié, ça suit son cours ». Tant qu'on le verra pas, on ne pourra pas y croire. Puis ça, c'est d'autant plus vrai que les délais allongent tout le temps. Je vous ai amené une présentation, puis là, je vous laisse pas toute la présentation, mais une présentation qu'on m'a fait en juin 2020. Puis à ce moment-là, on avait un échéancier. Puis l'échéancier prévoyait effectivement là, qu'on allait avoir un appel d'offres puis une autorisation pour le contrat de construction en avril 2023. Fait que ça fait plus de 2 ans. C'est pas commencé. Ces retards-là, c'est inexcusable. Pour moi, si la population des Laurentides, puis à la limite de partout, dans toutes les régions du Québec, mérite des explications, c'est là-dessus. On n'a pas nos services tels qu'ils avaient été planifiés. Puis c'est pas vrai que la pandémie a ralenti. Au contraire, la pandémie, ça aurait pu servir de coup d'accélérateur. Parce qu'on suspendait certaines règles, justement. Pourquoi on l'a pas fait? Ça, c'est vraiment, pour moi, un point d'interrogation à lever. Puis le ministère de la Santé ou Santé Québec devra s'expliquer. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de Perspective. J'espère qu'il vous aura donné une compréhension plus globale des enjeux qui entourent la modernisation du réseau de la santé dans notre région. Bonne soirée à notre antenne.